Donc, comme je le disais, cet événement tombe un jour relativement important, symbolique, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin est en Corse, qu'actuellement, pendant que nous parlons, il est en négociation avec Gilles Simeoni, tout ça en vue de préparer la venue d'Emmanuel Macron bientôt dans l'île pour réaliser une promesse qui a été faite lors de la dernière présidentielle, juste avant le premier tour, d'une autonomie à la Corse, mais en fait, qui a été obtenue parce que vous avez eu des manifestations nationalistes extrêmement violentes à la suite du décès d'Ivan Colonna. À l'époque, la collectivité de Corse met ses drapeaux en berne. Il faut quand même bien voir que, eh bien, Ivan Colonna, mais je pense que je ne vous apprends rien, est l'assassin d'un préfet et qu'il est tout sauf un grand héros national qui conduirait à accepter qu'on puisse ainsi lui faire des funérailles quasiment nationales et mettre les drapeaux en berne. À l'époque, Gérald Darmanin a été jusqu'à comparer Ivan Colonna et Samuel Paty sur BFM TV pour tenter de calmer le jeu. Et évidemment, d'un point de vue institutionnel, à tout céder. On verra bien ce qu'annonce le président de la République en la matière. Mais on voit que là-dessus, eh bien, la violence a payé, que la provocation a payé et qu'il n'était même pas si évident que eh bien, un Ivan Colonna puissent être condamnés pour les autorités politiques françaises, hein, qui ne se sont guère indignées de tout ce qui pouvait se passer à ce moment-là en Corse. Élection oblige peut-être, mais ça suit toute une forme de capitulation, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, évidemment, vise le gouvernement actuel, mais il faut bien voir que le statut particulier de la Corse, eh bien, c'est la loi NOTRe, hein, donc c'est le gouvernement socialiste d'alors, avec un amendement qui est un amendement qui, d'ailleurs, va passer à l'Assemblée nationale alors que la collectivité n'était pas prévue à l'origine, et que la première tentative, c'est la droite, hein, c'est sous Jacques Chirac, avec à l'époque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, lors du référendum de 2003. Donc, la façon dont on peut aujourd'hui considérer que eh bien, cette chaîne de renoncement a conduit à, je dirais, la situation actuelle, remonte en réalité assez loin et touche la droite comme la gauche. L'objectif de ce livre, il a été double en réalité. Il a été d'abord de montrer que ce que j'appelle dans le livre l'ethno-régionalisme, ce n'est pas une idée politique, voire une façon de considérer et de sauver des cultures bien sympathiques et somme toute parfaitement compatibles avec la République. En réalité, c'est une idéologie de combat qui souvent a assez peu à voir avec ce qu'on appelle les petites patries, c'est-à-dire les langues, les cultures régionales, et que de l'autre côté, ce n'est pas non plus quelque chose d'inoffensif. C'est-à-dire qu'en règle générale, on tend à considérer que la France, vieux pays centralisé jacobin, ne doit pas craindre ce type de mouvement. C'est un truc qui pose problème aux Espagnols, aux Belges, aux Anglais, enfin bref, à tous nos voisins, sauf à nous, parce que nous sommes un îlot, un petit village gaulois bien protégé, et que donc ça ne nous arrive pas. Petit point, je parlais de la Corse. Si je vous demande quelle est la région européenne dans laquelle on vote pour le plus pour des partis ethno-régionalistes, vous allez peut-être me dire l'Écosse, la Catalogne, mais non, en réalité, c'est une région française, c'est la Corse. Vous allez me dire, oui, non, mais certes, ok, c'est la Corse, mais la Corse, c'est particulier, ça a toujours été ça. Non, non, non. Il y a 10 ans, en Corse, les partis nationalistes faisaient 25%. Aujourd'hui, ils font 70%. Il s'est donc passé quelque chose. D'accord? Dire, OK, c'est la Corse, c'est bizarre. Non. Le nombre de Bretons qui se dit plus breton que français est passé en 20 ans de 20 à 40%. C'est le taux d'Écossais qui se disait plus écossais que grand breton juste avant la dévolution à la fin des années 90, en 97. Donc, vous voyez que les mouvements, entre guillemets, il n'y a pas de village gaulois, il n'y a pas de singularité française. Et d'ailleurs, sans rentrer forcément dans tous les détails, enfin, je creuserai un peu plus le pourquoi du comment on en arrive là, mais les courbes, entre guillemets, les études montrent que là-dessus, il n'y a pas d'exception française. S'il y a une exception, c'est le côté très tardif par rapport à d'autres pays qui ont choisi les mêmes voies un peu avant nous et dont on voit aujourd'hui le résultat. Je rappelle que le gouvernement espagnol actuellement le gouvernement espagnol de gauche, ne tient que grâce au soutien d'un parti catalan indépendantiste, revendiqué comme étant indépendantiste de droite, voire très à droite, et que donc aujourd'hui dans la vie politique espagnole, ces partis-là sont en fait les faiseurs de roi.
Donc, cette instabilité politique et cette montée en puissance des régionalismes, eh bien, elle a touché nos voisins et aujourd'hui, elle commence réellement profondément à nous toucher. La question, c'est est-ce qu'il est trop tard pour réagir? Dans certaines régions, ça va être compliqué, notamment en Corse. Dans d'autres, il est à mon avis encore temps d'éviter une situation extrêmement compliquée, mais il ne faut pas faire les mêmes erreurs que nos voisins. Or, eh bien, bon an, mal an, nous avons tendance à faire les mêmes erreurs. Donc voilà un petit peu, je dirais, la façon dont à la fois est un peu présenté le livre, hein, mais également dont je vais tenter, durant les 45 minutes que j'ai, sachant que je suis un universitaire, donc je parle beaucoup, donc je me chronomètre. Hein, si vous me voyez jeter mes yeux, sachez que voilà, c'est le chrono. Parce que voilà, sinon je peux tenir très très longtemps et je risquerais à la fois de ne pas respecter le contrat, puis peut-être d'en endormir certains. Donc je vais essayer de me tenir à ça. Déjà 5 minutes d'introduction, je suis dans les temps. Donc, le premier aspect qui m'apparaît essentiel, fondamental, c'est de bien distinguer ce qu'on va appeler d'un côté les petites patries, les langues, les cultures régionales, et de l'autre côté, une idéologie qui a réellement été pensée comme idéologie de combat. Il ne s'agit pas de dire, dans le livre et de manière générale, non, mais en réalité, il faut écraser les cultures régionales, elles n'ont absolument aucune légitimité et faisons disparaître les langues régionales. Ça, c'est la façon dont, entre guillemets, les ethno-régionalistes m'ont caricaturé quand ils ont vu le livre. D'ailleurs, je suis très très fier de la couverture du Peuple breton où je suis caricaturé en Cthulhu. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est dans c'est un monstre marin dans la mythologie de Lovecraft. Donc voilà, non, la réalité, ce n'est pas ça. D'accord? En réalité, si on veut rester sur le cas breton, et pour vous donner une autre anecdote un peu sur la promo du livre, j'ai fait un débat sur Public Sénat dans lequel il y avait un reportage sur la ville de Vitré. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, Vitré est à l'extrême ouest de la Bretagne. C'est quasiment l'Anjou en réalité. Et à Vitré, la maire était extrêmement heureuse, extrêmement fière de montrer que dans sa ville, eh bien, on allait faire la double signalisation français-breton. Alors déjà, ça interroge. Est-ce qu'on a vraiment des habitants de Vitré qui ne trouveraient pas leur rue parce qu'il n'y aurait pas de signalisation en breton? Donc, il n'y a pas d'utilité, je dirais, pratique. Mais il peut y avoir une utilité symbolique. On peut considérer qu'en effet, il y a des noms historiques, que ces noms historiques méritent d'être protégés. Sauf qu'en réalité, à Vitré, on n'a jamais parlé breton. À Vitré, on est en zone, pour ceux qui connaissent un peu le sujet et la Bretagne, on est en zone gallo. Le gallo, c'est un dialecte qui est un dialecte de langue d'Oïl, qui n'a rien à voir avec la langue celtique qu'est le breton. Et donc, la démarche de la mère, qui est une mère LR, hein, je veux dire, et puis qui là-dessus suit le mouvement politique, l'air du temps, on va dire. La démarche de la mère n'est pas du tout une démarche qui vise à sauver une culture. Vitré, le breton y a toujours été étranger, même au Moyen-Âge, on ne parlait pas breton à Vitré. Il n'y a aucun moment dans l'histoire où les rues, les lieux que l'on va nommer à un instant T en breton ont porté ces noms. Il n'y a pas non plus une population qui serait nostalgique de cette langue parce que eh bien, leurs parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ne l'ont pas parlé. Je vous parle d'une ville qui, évidemment, n'est pas la plus grande ville de France, mais Rennes et Nantes, dans lequel aujourd'hui vous avez de la double signalisation en breton partout, non plus, on n'a jamais parlé breton. On était également en zone gallo. Par contre, le gallo, qui est une langue qui, a priori, a toute sa légitimité, hein, comme le breton, on s'en fiche. Cette langue-là, elle peut mourir. D'ailleurs, elle est financée 25 fois moins par le conseil régional que le breton. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on explique qu'en réalité, eh ben, on va créer quelque chose qui, souvent, relève un peu d'une forme de disneylandisation identitaire? Parce qu'en réalité, l'objectif ici, ce n'est pas de sauver des petites patries, ce n'est pas de sauver des langues. Hein. D'ailleurs, les langues qu'on va tenter de sauver sont en grande partie de reconstruction. Reprenons la question du breton. Ce breton qu'on impose à Vitré,
allez me dire, oui, mais bon, c'est une langue qui a été parlée dans une partie, donc évidemment, à Vitré, ça interroge, mais dans l'ouest de la Bretagne, moins, certes, certes. Sauf que le breton qui va être enseigné, c'est en fait un breton qui n'a jamais été parlé. C'est un breton qui va être reconstruit au début du XXe siècle par des grammairiens idéologues qui vont dire, bah, voilà une langue. Le problème de cette langue, c'est que bah, pendant des siècles, elle a été parcourue d'apports latins, français, parce que, bon, un, l'Église, et puis deux, la réunion avec le Royaume de France, et puis zone gallo. Hein, enfin, à la cour d'Anne de Bretagne, on ne parlait pas breton, on parlait français en réalité, hein, comme à la cour des ducs de Bretagne. Et donc, évidemment, cette langue va être imprégnée d'apports français. Chassons tous ces apports français, chassons tous ces apports latins. Allons chercher des mots qui viennent du gallois et recréons une langue qui est une langue chimiquement, celtiquement pure. Fusionnons les dialectes, le vantais, etc. Non, faisons une langue unique avec ses apports. Elle n'a jamais été parlée par personne. Et d'ailleurs, les vieux bretonnants qui vivaient parler breton ne comprenaient pas ce qu'on leur racontait quand des jeunes nationalistes venaient leur parler. Idem en Provence. Hein. Le provençal, l'occitan de Mistral, il faut lire les témoignages de l'époque de paysans provençaux qui se demandaient bien ce que ces gens-là, non seulement leur racontaient, mais en plus avec une forme de snobisme social. Et toi, le provençal, là, le vieux paysan, tu ne parles pas comme il faut. C'est pas ça le provençal. Le provençal, c'est la langue que moi, j'ai décidé de considérer comme étant la langue légitime. Cette langue, tu ne l'as jamais parlée, elle n'a jamais été parlée par personne, mais c'est ça. Et si jamais tu ne la parles pas, eh ben, tu n'es pas un bon provençal. Tu es en fait une sorte de soutien du méchant État centraliste parisien. Donc, on a affaire à quelque chose qui est singulier. On a affaire à quelque chose qui relève en grande partie de l'idéologie. On a également affaire à quelque chose qui, au-delà de la langue, porte des codes idéologiques. Parce que cette langue, bah, évidemment, en expurgeant les apports, en la reconstruisant, il s'agit de la rendre imperméable à la langue nationale, de montrer qu'il y a une réelle singularité. Mais à côté de la langue, vous avez également tout un récit. On a la reconstruction d'un récit politico-idéologique dans lequel, eh bien, historiquement, la France va être vue comme étant l'adversaire. Pour arriver à le comprendre, il faut revenir à l'origine. D'où vient, en tout cas pour le cas français, ce qu'on appelle l'ethno-régionalisme? En fait, c'est quelque chose qui naît au fur et à mesure au XIXe siècle. Au XIXe siècle, dans un premier temps, c'est une invention de ce qu'on va appeler les ultras. Les ultra-royalistes qui disent la révolution, les Lumières, eh bien, c'est mal. Et donc, ce faisant, il faut retrouver dans les provinces qu'on va considérer comme étant, dixit pour eux, hein, mais les moins évoluées, les moins empreints des Lumières, les vraies traditions qui peuvent nous manquer. C'est comme ça que Charles X écrit un livre sur la décentralisation, enfin un manifeste sur la décentralisation, etc. L'objectif étant eh bien, de conjurer la contamination par Paris de ce qui faisait l'identité française. C'est une reconstruction parisienne à l'origine. De l'autre côté, les républicains et les libéraux vont aller chercher des contre-caricatures. C'est l'époque de Bécassine, etc. On va vraiment structurer à ce moment-là un combat idéologique parisien en le plaquant sur les provinces. À la fin du 19e siècle, je vous passe quelques péripéties, il y a deux choses qui vont se produire. D'un côté, on va avoir un exode rural et on va avoir, eh bien, à travers cet exode rural, une partie des élites de province, des grandes villes de province, qui vont considérer que, n'ayant pas forcément accès au marché parisien de la notoriété, eh bien, elles doivent exister de leur côté. Et donc, elles vont construire et reconstruire une forme de roman national inversé. Comme il y a un roman national à l'époque qui va être enseigné, etc., eh ben, on va construire un contre-roman national. On va expliquer que eh ben, la Bretagne de toute antiquité a résisté aux méchants envahisseurs français, que eh bien, le Pays basque, c'est pareil, et que d'ailleurs, eh bien, les Basques étaient là depuis le néolithique, et qu'il y a une vraie singularité basque totalement, je dirais, avec un soubassement ethnique. Hein. C'est-à-dire que le fondateur du nationalisme basque, Arana, considérait qu'il fallait interdire les mariages mixtes entre basques et non-basques
parce que, eh bien, de ces mariages mixtes pourrait naître une perversion, dixit, de la race. Donc, on est vraiment dans cette époque des théories qui vont être les théories racialistes, ethnicistes, et dans lesquelles on va avoir la construction d'un génie national corse, d'un génie national basque, d'un génie national breton, etc., avec des emprunts culturels parfois au territoire d'à côté. C'est-à-dire que quand on n'a pas les outils, les symboles qu'il faut dans la région, et ben, pour les Corses, on va aller les chercher en Italie, pour les Bretons, on va aller les chercher en Irlande. D'ailleurs, la harpe bretonne de l'ami Alain Stivell, c'est une harpe irlandaise en réalité. Hein. Voilà, donc il n'a pas inventé, c'est pas traditionnel, au contraire, c'est quelque chose de totalement importé. Donc, on a vraiment la création de cette contre-culture qui est vraiment en miroir de ce qui se passe au niveau national avec l'unification culturelle de la nation, qui d'ailleurs ne se passe pas à l'époque vraiment au niveau des langues, hein, c'est-à-dire que les langues régionales sont loin de disparaître à l'époque. Ce qui fragilise les langues régionales partout en Europe, c'est pas tant l'éducation nationale, hein, comme on l'entend souvent, mais c'est surtout la télévision dans les foyers à partir des années 60. C'est à partir de ce moment-là que dans toute l'Europe, on voit les locuteurs de langue régionale s'effondrer, mais ce récit est déjà en place. Et donc, ce faisant, eh bien, il va à ce moment-là prospérer. Il y a un deuxième élément qui va être structurant en France, c'est dans un premier temps le maurrassisme. Maurras développe une théorie et une réflexion sur le sujet du régionalisme. Hein, vous connaissez peut-être un peu la théorie de Maurras. Il faut un État fort et autoritaire à la tête. Hein, c'est pour ça qu'il faut un roi. Mais en même temps, pour lutter contre les 4 États confédérés, il faut une forme de réaction d'un système immunitaire national qui ne peut être retrouvé que dans les cultures locales. Maurras marque dans le royalisme français une vraie rupture. Pour les royalistes pré-Maurras, eh bien, le roi est roi parce que Dieu le veut. Il y a une forme de providentialisme. Et donc, c'est réellement, Maurras a un rapport très ambigu avec la religion. C'est quasiment pas son problème. Et d'ailleurs, il est assez agnostique. En revanche, pour lui, ce qui compte, c'est les identités locales. Les identités locales sont l'anticorps aux 4 États confédérés. Seulement, Maurras n'est pas fou. Il sait très très bien, bien mieux que ses successeurs d'ailleurs, que ce conglomérat d'identités locales unies par rien, ça ne pourra pas tenir. Et donc, par définition, pour que ça tienne, à la tête, il faut un roi. Le maurrassisme est d'abord régionaliste et par conséquence monarchiste. Ça, c'est une vraie inflexion. Mais Maurras pense en revanche que, certes, il faut des identités locales, mais comme malgré tout, ça pourrait ne pas tenir, il donne des libertés locales, sauf à quelques régions qu'il voit comme étant trop hétérogènes, notamment la Bretagne bretonnante, la Flandre, le Pays basque et l'Alsace, ce qui aujourd'hui apparaît relativement bizarroïde quand ses successeurs, justement, vont considérer ça, sachant que leur maître à penser, lui, jugeait bien que c'était fondamentalement explosif. Dans tous les cas, eh bien, le creuset de l'action française va permettre de faire monter des mouvements. C'est-à-dire que peu à peu vont se structurer, à la fois grâce à Maurras, mais également en rupture avec lui, des mouvements politiques qui vont germer dans les années de 1900 à 1940 à peu près. Ces mouvements, ils sont fondamentalement ethnicistes et ils se nourrissent un peu de ces deux pôles que j'ai évoqués. Donc d'un côté, cette contre-histoire, cette contre-culture, et de l'autre côté, eh bien, le maurrassisme, avec tout ce que ça peut charrier, évidemment, d'antisémitisme, etc. Ces mouvements se retrouvent évidemment en 1940 dans une situation qui est une situation plutôt favorable. Hein. C'est-à-dire que ils vont en grande partie rentrer dans la collaboration et on va avoir des mouvements qui vont se fasciser. Ils vont se fasciser et beaucoup des symboles aujourd'hui régionalistes que vous pouvez voir eh ben, vont naître en partie de ceux qui, à l'époque, vont mener ces batailles. Lorsque j'ai sorti le livre, j'ai eu le droit à mon petit communiqué de presse du président de la région Bretagne qui m'a fait « Le livre de Benjamin Morel dit que je suis antisémite, je ne suis pas antisémite ». Je vous rassure, je n'ai jamais dit que Louis Chesnay-Girard, qui est le président de la région Bretagne, était antisémite. Je pense
sincèrement, fondamentalement, qu'il ne l'est pas. Mais qu'est-ce que je dénonçais? Je dénonçais le fait que le drapeau breton, mais ça à la rigueur, il n'y est pas grand-chose, enfin le drapeau mis en avant par la région Bretagne, le Gwenadou, c'est un drapeau qui a été fait par un collaborateur à Je suis partout, qui est présenté comme étant un régionaliste modéré. Et c'est là où il était un peu visé directement, son conseil régional avait adopté un hymne d'un barde breton, François Jaffrenoux, qui est un antisémite comme on n'en fait plus en réalité. C'est-à-dire que si lui n'est pas antisémite, je ne vois pas vraiment qui peut l'être. Je vous renvoie au livre pour les citations exactes. Hein. Je ne vais pas les citer de tête, mais elles sont pour le moins extrêmement claires. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la région Bretagne, pourquoi les conseillers régionaux de Bretagne, pourquoi le président de la région de Bretagne, qui a priori est un socialiste plutôt bon teint, ont choisi d'adopter cet hymne? Parce qu'en réalité, ça fait partie d'un kit identitaire. Ça fait partie de tout un lot de signes, tout un lot de symboliques qui ont été synthétisés par ces gens-là dans cette période-là et qui sont devenus, eh bien, l'alpha et l'oméga, la substantifique moelle de l'identité bretonne, alsacienne, basque, etc. Le drapeau basque, il date des années 20. Le drapeau breton, il date des années 20. Le vieux drapeau alsacien, les armes de Host et Bals-Lorraine mêlées, il est assez ancien. En revanche, le drapeau rouge et blanc mis en avant aujourd'hui par la plupart des autorités publiques, c'est le drapeau autonomiste, en fait. C'est un drapeau créé par les autonomistes. Donc, vous voyez que là-dessus, il y a une forme de substitution. Ces groupes ont réussi à gagner une bataille symbolique. Et cette bataille symbolique, c'est la bataille de la définition de ce que sont ces régions. Pourquoi le breton c'est bien et le gallo c'est pas bien? Parce que les nationalistes bretons vont discerner ce qui est la langue légitime. Et les collectivités derrière vont suivre. Et là, il y a un double mouvement à analyser encore pour terminer cette première partie. Il y a un mouvement qui va être un mouvement de développement de ces partis politiques. Et de l'autre côté, il va y avoir un mouvement de succès culturel de leur thèse. Les deux peuvent être séparés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des partis politiques qui pèsent très très peu, mais dont l'influence culturelle est malgré tout très importante. Alors concernant ces partis politiques, vous avez en fait une évolution après-guerre. Après-guerre, je ne fais pas un dessin, être nazi en 1945-1946, c'est compliqué. Hein. Voilà. Disons que politiquement, ce n'est pas très très porteur. Alors, la plupart de ces groupes vont considérer qu'il faut suivre l'ère du temps. Alors, les groupes disparaissent, mais en revanche, les individus sont les mêmes. Prenez par exemple l'Union démocratique bretonne. L'Union démocratique bretonne, c'est une scission du MOB. Le MOB, c'est un mouvement qui est formé par Fouéré, qui est en fait un nationaliste breton collaborationniste qui a été condamné à la libération. Donc, vous avez souvent les mêmes individus qui, peu à peu, eh bien, vont passer d'une structure à l'autre. La plupart de ces mouvements, alors attention, hein, c'est-à-dire qu'ensuite, vous avez des militants qui vont rentrer de manière relativement naïve, mais il faut bien comprendre que le logiciel, lui, va assez peu évoluer. Le logiciel fondamental, on va avoir une évolution importante à l'époque, c'est-à-dire qu'avant, on a vraiment l'idée de race. Et cette idée de race, eh bien, va être extrêmement mise en avant. Après 1945, on fait surtout une focale sur la langue. On va considérer que eh bien, la langue est l'élément de définition du peuple en question. Mais attention, pas n'importe quelle langue, hein, la langue qui va être prônée par ces groupes. Parce qu'évidemment, bon, après 1945, c'est un peu plus compliqué d'avoir un logiciel strictement racialiste. Mais si vous prenez par exemple, un truc que là, je n'ai peut-être pas le temps d'évoquer, mais on reviendra peut-être sur les dossiers européens, si ça vous intéresse dans les questions. Mais dans la tête de ceux qui vont conceptualiser, par exemple, là, à l'international, notamment l'école d'Innsbruck, la Charte européenne des langues régionales, eh bien, derrière la défense de la langue, il y a la défense du groupe.
Et derrière la défense du groupe, il y a la défense de la tribu et de l'ethnie. Là, on a autant, en France, ça va être relativement mis sous le boisseau et quasiment oublié par les idéologues de ces groupes, autant dans le monde germanique, notamment en Autriche, c'est quelque chose qui va encore totalement être assumé. Donc, on a vraiment ce logiciel-là qui reste. Ensuite, il y a une grande adaptabilité, c'est-à-dire que ces groupes, dans les années 1960, vont sentir que ce qui a plutôt le vent en poupe, c'est être de gauche et anticolonialiste. Et ça tombe bien, ça rentre un petit peu dans leur logiciel. Donc à l'époque, Algérie, Corse, Bretagne, Pays Basque, même combat. Si nous décolonisons l'Algérie, il faut décoloniser ces provinces. Bon, alors, je rappelle qu'une colonie, c'est à la fois plusieurs caractéristiques, mais c'est notamment le fait d'avoir des statuts différenciés pour les citoyens et les non-citoyens, un statut de l'indigénat, ce qui n'a jamais existé, à ma connaissance, en Corse et en Bretagne, et que c'est également une économie d'exploitation, ce qui n'est pas non plus le cas du Pays Basque, de l'Alsace, de la Corse ou de la Bretagne. D'ailleurs, l'État a fait beaucoup pour certaines de ces régions, et on en voit aujourd'hui le développement. Donc, mais malgré tout, c'est porteur. Dans les années 90, on commence à avoir une focale écolo. Les pierres éternelles du Pays Basque qui portent les arbres, etc., montrent une forme de poésie. C'est un peu de l'écologie à la 19e siècle, avec une forme de romantisme écologiste qui va très très bien se marier. Mais tout ça est opportuniste. Passer de droite à gauche, on a des mouvements qui le font, passer du nazisme à la socialisation des moyens de production, puis à l'écologie, tout ça en réalité est très opportuniste. C'est-à-dire que le logiciel reste le même. Ensuite, il faut l'adapter à l'ère du temps. Mais fondamentalement, il va malgré tout y avoir une continuité idéologique. De l'autre côté, l'influence culturelle de ces mouvements va être gigantesque. C'est la deuxième partie par rapport à ça. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une victoire idéologique sur la définition de ce que sont ces régions. C'est lié également à l'effondrement, je l'évoquais avec la télévision dans les foyers, l'effondrement du nombre de locuteurs en langue régionale. Ceux qui parlaient le catalan, le basque, l'alsacien, c'est un peu différent, mais malgré tout, ça se recoupe, le breton, etc., c'est généralement pas des CSP+. Dans les villes, on parlait le français. Et dans les familles aisées, on parlait le français. Donc, les langues régionales et les cultures régionales, c'était plutôt des cultures populaires. Des gens qui n'avaient pas des codes, des gens qui n'avaient pas les réseaux. Et quand qui plus est, ces gens finissent par disparaître, par à la fois l'âge et la marginalisation de ces langues, eh bien, ne restent que les militants. Et lorsque l'État et les collectivités territoriales, alors lorsque l'État d'abord je dirais, par sentiment de culpabilité vis-à-vis de cultures et langues locales qui sont en voie de disparition, eh bien, va chercher à mener des politiques. Lorsque, avec la décentralisation, les collectivités territoriales vont se chercher une légitimité, des symboles, et vont trouver ces cultures, ces langues comme étant des façons de s'ancrer, de se présenter, eh bien, elles vont trouver qui? Elles vont trouver des militants. Et ces militants-là, ils vont dire, bah, attendez, vous voulez enseigner le régional? Excusez-moi, je vais vous interrompre 2 minutes. Je vais demander à Jeanne Flory de fermer son micro parce que je n'arrive pas à le faire de mon côté et ça parasite votre intervention. Son micro. Comment je peux fermer mon écran, moi? Alors, Ah, je crois que vous y êtes parvenu. Non, Ah, si. excusez-moi. Oui, j'essaye de... Voilà. Ça y est. Ça y est, je vous rends la parole. Alors, lorsque l'État va chercher, et les collectivités vont chercher des partenaires pour enseigner, pour représenter, y compris dans le monde artistique, ces cultures, elles vont trouver des militants. Et c'est eux qu'on va financer, en créant des postes, etc., et en créant un microsystème économique. Lorsque l'industrie du tourisme va vouloir vendre le Pays Basque, va vouloir vendre la Bretagne, va vouloir vendre la Corse, elle va également tomber sur ce logiciel militant. Aujourd'hui, vous avez des produits dont le concept est importé d'Irlande, d'Espagne ou d'Italie,
fabriqués en Chine, vendus par le tourisme de ces régions à des Parisiens qui trouvent ça très couleur locale. Le problème, c'est que cette vision un peu reconstruite, eh ben, avec la fragilisation ou la disparition de ces cultures, elle va finir par s'y substituer. Et donc, on a une Disneylandisation qui va être assumée, hein, y compris d'ailleurs dans l'architecture, hein, l'architecture néo-bretonne, néo-basque, etc. Donc, on va avoir tout un tas de développements qui vont faire que culturellement, ce que vont proposer à l'époque ces groupes, avec la charge symbolique, idéologique, eh ben, va finir par totalement s'imposer. On va avoir la création par l'État ou par les collectivités d'outils qui vont être également des outils de promotion, hein. L'université de Corté en Corse, dans lequel vous n'avez que des syndicats indépendantistes, hein, je dis bien professionnalistes, indépendantistes. Vous avez un amphithéâtre qui s'appelle Aquaviva, qui est le nom d'un plastiqueur du FLNC. À quel moment on considère, je parlais de Yvan Colonna et de Drapeau en Berne, à quel moment on considère normal que dans une université française, on ait un amphithéâtre au nom de quelqu'un qui plastiquait des villas et dont c'est le fait. Voilà, on en est là. Vous avez l'Institut culturel de Bretagne de l'autre côté, c'est un peu plus soft, mais c'est également parfois gratiné. Ah, Madame Flory, je crois que vous avez rallumé votre micro. C'est pas possible. Moi, je préfère pour arrêter, c'est pas possible. Ah, ça y est. Donc là, il y a clairement une victoire culturelle. C'est lié Et le aussi micro. au sujet ah, Madame Flory, ça ne marche pas. Coupez le micro, pourtant. C'est sur votre gauche, vous avez désactivé le son. Et donc, cette situation-là fait qu'en réalité, eh bien, on peut avoir des partis qui, numériquement, sont relativement faibles en termes de voix, mais qui, en revanche, eh bien, finissent par convertir l'ensemble d'un espace politique à leur thèse. Et ça, aujourd'hui, c'est quasiment une bataille qui est remportée, hein, par ces mouvements. Euh, le sort d'étonnement dont je faisais part tout à l'heure vis-à-vis du fait que je dise au président de la région Bretagne que bah, l'hymne, quand même, il pose un peu question, montre que là-dessus, il n'y a même pas de questionnement. Cet hymne, il a beau avoir été écrit par un antisémite, au début des années, au début du XXe siècle, eh bien, il est considéré comme étant de tout temps le symbole de la Bretagne. On ne se pose même pas la question de ce que l'on vend. En réalité, c'est devenu l'identité telle que définie par une grande partie des acteurs publics. Donc ça, c'est le premier élément. Vous voyez, on n'a pas des idéologies gentilles qui permettraient de sauver les petites patries, etc. La réponse, c'est non. En réalité, ce sont vraiment des idéologies de combat et des idéologies qui portent un certain nombre de combats qui, eu égard qui par rapport à la République, par rapport à l'unité nationale, peuvent être des combats vraiment problématiques et dangereux. De l'autre côté, ce sont des groupes qui vont également être des groupes dangereux, eu égard aux dynamiques qu'ils installent. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La France n'est pas ce petit village gaulois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a des effets de mouvement. Certains m'ont dit ce livre est un livre contre la décentralisation. Non, c'est-à-dire que le problème n'est pas la décentralisation. Alors, la décentralisation peut stimuler un certain nombre de ces mouvements dès lors qu'on crée un gouvernement régional et une assemblée représentative dans lequel ils vont pouvoir s'inscrire, dans lequel ils vont pouvoir exister, dans lequel certains espaces publics vont pouvoir leur être acquis. C'est vrai que là, tout mouvement visant à la création d'institutions locales peut conduire à une dynamisation de ces groupes. Mais si vous regardez d'un point de vue européen, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai cité un certain nombre de pays, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc. Je n'ai pas cité l'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, vous allez me dire, bah, niveau décentralisation, etc., on est dans un pays fédéral. Oui, mais c'est le vieux fédéralisme à l'ancienne. Et dans le vieux fédéralisme à l'ancienne,
Vous pouvez avoir beaucoup de compétences confiées au local, mais en revanche, il y a une règle fixe qui est celle de la symétrie des compétences. Les cours fédérales, dont la Cour suprême américaine, ce n'est pas d'abord des cours qui doivent faire respecter les droits fondamentaux. Ça, c'est presque par accident que ça arrive aux États-Unis et ensuite en Europe. En fait, le premier but des cours fédérales, c'est d'assurer la répartition stricte entre la fédération et les États fédérés. L'Allemagne marche sur ce modèle, comme le vieux fédéralisme en réalité. Et donc, ce faisant, eh bien, on a une parfaite symétrie des collectivités, ce pourquoi ces modèles-là sont des modèles qui peuvent être très décentralisés, mais demeurent malgré tout des modèles stables. Le danger, et là on en viendra, je dirais, à un côté, à mon avis, de triste actualité, hein, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Corse et peut-être même ailleurs. Le danger, ce n'est pas tant l'accroissement de la décentralisation, c'est en revanche ce qu'on va appeler la décentralisation asymétrique. Prenons un exemple qui est l'exemple anglais. En Grande-Bretagne, le modèle territorial naît de la décision de Tony Blair de mettre en place ce qu'on va appeler la devolution. La devolution, c'est la création de gouvernements régionaux dans un certain nombre de régions qui vont être considérées comme disposant d'une identité particulière. Les Écossais le veulent, même si quelques années plus tard, quelques décennies plus tôt, ils avaient voté non. Mais ça, on pourrait en parler longtemps, des référendums dont on se fiche, c'était le cas en Corse et en Alsace. Mais bon, on dit pourquoi pas, et parce qu'on est anglais et pas français, on respecte quand même les référendums, donc on refait un référendum en Écosse, et là, les Écossais vont dire oui. Les Gallois sont moyens chauds. C'est-à-dire qu'au Pays de Galles, on va considérer que la devolution, ce n'est peut-être pas une très très bonne idée. Ça va être adopté, mais ça va être adopté d'un cheveu. Et avec un statut qui va être un statut de moindre autonomie. Qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard? Quelques années plus tard, au Pays de Galles, dans les partis politiques, vous avez un parti régionaliste, le Plaid Cymru, qui disait voilà, nous, on veut de la devolution et une forme de régionalisation. Les travaillistes y étaient venus avec Tony Blair en disant oui à la devolution. Et les Tories disaient non, on n'en veut pas. Quelques années plus tard, vous avez des Tories qui sont pour la devolution, des travaillistes qui vont dire nous, on veut un État fédéral voire confédéral, et le Plaid Cymru qui demande une indépendance du Pays de Galles dans une Europe des régions. Pour arriver à le comprendre, pour arriver à comprendre comment la vie politique galloise a été aussi modifiée, il faut comprendre deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est une forme de concurrence entre régions. Qu'ont dit les Gallois à partir de ce moment-là? Quelques années plus tard, le fait d'avoir une Écosse qui a plus d'autonomie, ça n'a pas plu aux Gallois. Ils ont dit, voilà, on n'est quand même pas des sous-Écossais. Il ne faut pas déconner. L'Écosse, c'est bien, mais ce n'est pas une honte d'être gallois. Donc, on veut le même statut que les Écossais. Les Écossais, face à ça, en 2011, ont dit « Non, mais attendez, les Gallois, ils sont quand même sous la couronne d'Angleterre depuis le haut Moyen-Âge. Nous, attendez, on est quand même dans l'Union Jack, on a notre propre drapeau. Et puis, on est, Braveheart, hein, en matière de merchandising et de Disneylandisation, Braveheart et William Wallace, vous avez tout ce que peut produire la culture américaine appliquée sur un autre pays là-dessus. C'est exactement ça. William Wallace, ce n'est pas du tout l'histoire de Braveheart, même si c'est un très beau film. Donc ça, c'est le roman régional version Hollywood. Mais les Écossais disent, on ne veut pas être des Gallois, donc on veut un statut plus mieux pour être reconnu comme Écossais. Ils vont l'obtenir. Les Gallois vont, face à ce nouveau statut écossais, dire « mais vous déconnez, je vous rassure, il y a une fin un jour. On n'est pas des sous-Écossais. On veut un statut plus mieux. » Plus mieux, pourquoi en réalité? Parce que avoir une compétence en soi, ça donne simplement le sentiment d'avoir plus d'autonomie, même si a priori le cadre n'est pas le meilleur pour gérer la compétence. Il faut l'avoir parce qu'on n'est pas des sous-Écossais. Ils l'obtiennent.
Que disent les Écossais ensuite? Ils disent, écoutez, on n'est pas des sous-gallois, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Allez, banco pour l'indépendance. Référendum de 2016. Dans la décentralisation asymétrique, dans le fait d'avoir des statuts particuliers accordés eu égard à une identité qu'on va reconnaître, eh bien, on crée un jeu de course à l'échalote. Parce que si jamais j'ai un statut moins important, moins autonome qu'une autre région, ça veut dire, en creux, que mon identité est moins reconnue. Et même si, a priori, je n'ai pas besoin de la compétence santé pour être plus autonome, même si on m'explique que les gens seront peut-être mieux soignés si cette compétence est exercée par l'État, je m'en fiche. Attendez, je ne suis pas un sous-écossais. Je veux la compétence santé aussi. Et donc, on joue un jeu de course à l'échalote et un jeu de petits chevaux entre les différentes identités et entre les différents statuts. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Si vous écoutez l'ami Gilles Simeoni, avec lequel notre ministre de l'Intérieur est en train de discuter tout en ce moment, le modèle de Gilles Simeoni, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il le dit clairement. Il a rencontré les représentants néo-calédoniens. La Nouvelle-Calédonie, si vous lisez les accords de Nouméa, c'est, dixit, un territoire en voie de décolonisation. Les nations corses veulent donc transformer la Corse en colonie. C'est bizarre. Tellement la Nouvelle-Calédonie, c'est le parangon de ce que l'on peut faire en matière d'autonomie. Donc, ce faisant, il faut viser ce système. Je rappelle qu'à Nouvelle-Calédonie, on a le front Pacifique. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on a tout un tas de normes qui impliqueraient que la Corse sorte de l'Union européenne. Gilles Simeoni n'en veut pas du tout. Et il le sait. Mais il faut qu'il vise la Nouvelle-Calédonie parce que sinon, l'identité corse, c'est une forme de sous-identité kanak. Ce n'est pas possible. Je débattais dans le débat sur Pixena dont je faisais référence tout à l'heure sur Vitré avec Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. Quand vous demandez à Frédéric Bierry quel est son modèle, il vous dit la Corse. Parce qu'il ne dit pas ça comme ça, mais l'Alsace est également une île montagne. Les compétences de la collectivité de Corse et les besoins de la collectivité alsacienne, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais qu'importe, il faut viser le modèle métropolitain le plus autonome. Les différents candidats, et notamment les candidats LR en l'occurrence, au régional en Bretagne, ils ont été faire une visite où? Ils ont été faire une visite à Strasbourg pour demander à Frédéric Bierry, mais comment avez-vous réussi à obtenir une collectivité à statut particulier? Vous, nous aussi, on en veut une. La Bretagne est une région rhénane branchée sur l'Allemagne. L'important n'est pas la compétence. L'important, c'est l'acquisition de compétences et d'un statut qui permet de jouer et de rentrer dans le jeu de la course à l'échalote. Et chaque fois que vous avancez d'un cran, eh ben, tout le monde doit avancer d'un cran. Et donc, ce faisant, peu à peu, on va vers une déstabilisation du système. Ensuite, il y a également un jeu entre parties. La décentralisation asymétrique, ce qu'on va appeler en France la différenciation territoriale, qui est un peu le grand mantra, plus des assauts de collectivités, c'est intéressant. Les assauts de collectivités, aujourd'hui, sont beaucoup plus ambigus et prévenus. Mais en revanche, de l'exécutif. Ça, clairement, décentralisation, vieux truc, on ne veut pas l'entendre. En revanche, différenciation, c'est le mantra. La différenciation va créer un autre effet sur les partis et sur le débat politique, en l'espèce. Si jamais je lie compétences et identité, et si jamais tout est négociable avec Paris, si jamais je dis, eh ben, les collectivités peuvent obtenir des compétences à géométrie variable, je rentre dans un débat qui devient très problématique au niveau local. Parce qu'en réalité, admettons que vous êtes un candidat et que ce candidat eh bien, veut gagner. C'est un candidat d'un grand parti de gouvernement, a priori, aucun problème. En face de vous, vous avez un candidat ethno-régionaliste qui dit, écoutez, nous, si on arrive au pouvoir, on récupérera la compétence sécurité. Parce que le problème des Auvergnats, c'est la sécurité.
vous avez deux choix. Soit vous dites, bah non, la sécurité au niveau, ça n'a pas marché en réalité. Et donc, ce faisant, il faut garder cette compétence au niveau national. Ou bien mais si vous dites ça, vous dites quoi? Vous dites à vos électeurs, je renonce à régler tes problèmes de sécurité. Je m'en lave les mains. Deuxième élément, bah, vous leur dites, en fait, je ne crois pas assez dans, je suis auvergnat, pour ça je prends un cas qui n'est pas encore trop désespéré, je ne crois pas en cette irréductible identité antique arverne qui fait que nous mériterions, à l'instar d'autres grandes collectivités partout dans le monde, de disposer de la compétence sécurité, comme la Catalogne, nous voulons nous aussi avoir notre police. Et difficile également à assumer. Et donc, ce faisant, souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure sur la vie politique galloise, on va avoir un effet d'alignement des partis sur ces thèses. Le programme du PS en Bretagne aujourd'hui, c'est à peu près texto le programme de l'Union démocratique bretonne dans les années 80. On dit les nations en Corse. Les nations réclament des choses comme le statut du résident, qui impliquerait d'avoir deux catégories de citoyens et que la Corse sorte de l'Union européenne. Les nations parlent de prisonniers politiques. Je rappelle que tirer un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est en prison pour des opinions politiques. Il ne relève pas d'une expression légitime, d'une idée politique de tirer dans le dos d'un préfet. C'est un crime de droit commun. Même si je devais le faire pour des raisons non politiques, j'irais quand même en prison. Vous voyez ? Non, Yvan Colonna n'était pas un prisonnier politique, comme les autres membres du commando. Non, ils sont condamnés pour un crime de droit commun. Pourtant, toutes ces revendications qu'on pourrait juger quand même très chargées, les premiers qui les votent, ce n'est pas les nations. C'est la majorité PRGPC de Paul Jacobi quelques années auparavant. Et ils votent tout. Des résolutions sur libération des prisonniers politiques, sur co-officialité de la langue, sur la question du statut de résident, etc. Toutes les revendications des nationalistes. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien s'aligner. Et comme il faut bien s'aligner, comme Paris a dit tout était négociable, et donc il faut arriver à, je dirais, marcher sur les plates-bandes et éviter la montée des nations, on prend tout. Alors, le problème, c'est que, ça ne marche pas. C'est la même réflexion qu'a eu le Labour Party en Écosse en disant pour contrer le SNP et faire de l'Écosse un fief, eh bien, on va céder à toutes les revendications du Scottish National Party. Aujourd'hui, c'est un parti qui est ultra majoritaire en Écosse, de même que le sont les nations en Corse. Et puis ensuite, eh bien, vous avez évidemment une marginalisation idéologique des oppositions, tout bêtement, parce que vous dites, OK, en fait, vous avez raison. Enfin, je reprends le programme, donc je légitime le programme des nations. Et donc, eh bien, je fais que tout d'un coup, cette idéologie-là devient l'idéologie absolument de manière écrasante, dominante. Et c'est comme ça que je passe de 25 à 70% en à peine 10 ans en Corse. Donc voilà, ces deux phénomènes aujourd'hui, on les voit poindre, et on les voit poindre notamment parce qu'on appuie ces dernières années sur cette notion de différenciation territoriale qui, attention, est un mot valise, c'est-à-dire qu'on met plein de choses derrière, diverses et variées, ce qui fait que pendant très longtemps, ça a plu aux élus parce qu'ils entendaient le règlement à tous leurs problèmes. En réalité, ce n'est pas ça. Mais c'est notamment cette façon de considérer que identité, compétence, statut, tout ça doit être lié. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, vous avez un Gérald Darmanin qui va négocier en Corse et vous avez des Alsaciens qui sont en attente de leur sortie du Grand Est pour obtenir une collectivité à statut particulier, etc., etc. Donc, on est en train de faire les mêmes conneries, et je conclurai là-dessus parce que je pense que j'attends dépasser de 5 minutes. Ça va, c'est un dépassement raisonnable pour un universitaire, on va dire ça. Aujourd'hui, on est en train de faire les mêmes conneries que nos voisins 30 ans plus tard. C'est ce qui intéresse un petit peu, évidemment, tout ça m'indigne et m'inquiète, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, mais ce que je trouve assez intéressant et assez dépitant sur quand même les élites françaises, c'est l'incapacité à tirer des leçons de ce qui s'est passé à l'étranger. On sait comment ça finit.
Les Espagnols ont des excuses. Ils ont fait ça déjà dans un contexte politique particulier, parce que, bon, sorti du franquisme, etc., on ne peut pas vraiment se permettre de marginaliser ces groupes qui étaient rentrés en opposition au franquisme. Et puis, il n'y avait pas le recul à l'époque. On croyait, pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait infondées, parce que le régionalisme a changé entre-temps, notamment passer de régionalisme de régions pauvres à des régionalisme de régions riches. C'est un aspect que je n'ai pas abordé durant la présentation, mais que j'aborde dans le bouquin. Eh bien, ils étaient fondés à considérer que ça allait permettre d'éteindre les incendies. Les Britanniques avaient déjà un petit peu de recul, mais on était encore dans les années 90, dans une période où le système pouvait être considéré comme fonctionnant. La plupart des études en sciences politiques, en droit comparé, disaient « bon, ça marche, c'est stable ». Nous, on arrive après que ces modèles-là se soient scratchés à terre. Hein. Modèle britannique, je ne parle même pas du modèle belge, et le modèle espagnol. Hein. Le modèle italien est intéressant là-dessus, un petit peu différent, mais il repose quand même sur les mêmes fondements. Donc, normalement, quand on lit un petit peu, quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe chez nos voisins, on sait qu'il ne faut pas le faire. On le fait quand même. Hein. On est un peu comme des gosses en réalité. Vous savez, la plupart, enfin, on est comme des gosses un petit peu étranges tout de même, parce que la plupart des enfants, lorsqu'ils voient leurs camarades mettre leurs mains sur une plaque chaude, ben, ils comprennent qu'il ne faut pas le faire. Nous, en Corse, eh ben, on a décidé que quand même, nous, on était des super-héros et qu'il il fallait mettre la main. Résultat, on a aujourd'hui une situation qui est assez inextricable. Mais comme on est quand même un peu bizarre, on considère que certes, notre main droite, elle est normale, mais que notre main gauche, elle, est une main de super-héros. Et donc, on s'amuse à appuyer sur la plaque chaude, également avec l'Alsace, la Bretagne, etc., à qui on promet des choses. Les mêmes causes produisent, en règle générale, les mêmes effets. En tout cas, il y a très, très peu d'exceptions sur ce type de modèle, d'où, à mon avis, l'intérêt, l'importance d'éviter de suivre ces chemins-là et de faire connaître ce type, je dirais, de prévention. Parce que la plupart des parlementaires qui votent ça, la plupart même des hauts fonctionnaires qui peuvent porter ça, ou des ministres qui portent ça, ils ne le font pas par machiavélisme, enfin ils le font un peu par opportunisme politique parfois, mais ils ne le font pas par haine du pays ou par haine de la République. Ils le font souvent par naïveté et par bêtise. Parce que justement, il n'y a pas de recul et parce qu'il y a cette idée que, après tout, c'est légitime de sauver ces petites patries et pourquoi ne pas leur donner la possibilité de s'exprimer. Mais non, justement, c'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle. C'est au contraire d'idéologies qui sont des idéologies extrêmement problématiques. Parce que, bon, a priori, la France est un vieux pays jacobin centralisé, blabla. Et donc, ce faisant, en donnant plus d'autonomie à certaines collectivités, on ne fait pas de mal, il n'y a pas de risque. Au contraire, ça va les calmer. Ils seront contents, ils auront un os à ronger. Et donc, demain, la situation se calmera. Bah non, au contraire. On crée un effet qui est ensuite un effet domino. Il ne faut surtout pas le faire. Donc, ces deux idées, elles sont aujourd'hui structurantes, elles sont assez peu, malheureusement, entendues, même si quand même, l'impression que certains commencent à entendre raison par le monde politique. Et c'est ça qui est à craindre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on fait les mêmes bêtises et que ces mêmes bêtises produisent les mêmes catastrophes. Et je m'arrêterai sur ce constat optimiste.